Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bienvenue dans votre rendez-vous du mardi. C'est Focus Sahel qui commence pour une perspective unique sur la région. Et chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, le Niger tente de combler le vide laissé par les Occidentaux en se tournant vers la Russie, mais les accords demeurent opaques, suscitant interrogations et attentes, nous dira notre correspondant à Niamey. Sabotage des ponts et insécurité routière dans la région de Bandiagara au Mali. Vous suivrez le calvaire des usagers de la route touristique de Bandiagara, une véritable crise du trafic routier et flambée des prix des produits essentiels. Dans notre fait marquant de la semaine, nous abordons la fin de la grève des enseignants au Tchad. Un accord scelle le retour des élèves tchadiens en classe après 2 mois de paralysie de l'activité scolaire. Nous découvrons ensemble la renaissance de la patate dans la région de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Eh bien, les marchés reprennent vie après la libération des zones de production. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Au Niger, plus de 5 mois après le coup d'État militaire qui a suscité une condamnation ferme de la part de la communauté internationale et entraîné la suspension de la coopération militaire par plusieurs partenaires étrangers, une tendance émerge. Certains de ces partenaires commencent à renouer prudemment avec la junte au pouvoir. Ce rapprochement vise à pallier le vide laissé par le retrait de la France suite à des pressions exercées par les militaires au pouvoir à Niamey. En parallèle, il vise à éviter de laisser un espace libre à la Russie qui étend progressivement sa présence dans la région du Sahel. Davantage avec notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa. Depuis leur avènement au pouvoir, les autorités militaires nigériennes ont reçu 2 délégations russes à Niamey. Récemment, en décembre, le vice-ministre russe de la Défense avec qui un accord a été signé et un peu plus tôt, en octobre, l'ambassadeur de la Fédération russe au Niger avec résidence à Bamako au Mali, venu parler coopération avec le Niger. Nous entretenons de bonnes relations d'amitié avec le Niger, tout comme avec la plupart du monde et la plupart des pays africains. Nous avons beaucoup de domaines de coopération. Je vous donne un exemple. Il y a toujours les citoyens nigériens qui ont obtenu des bourses russes pour faire leurs études aux universités russes. Cette année, le nombre de bourses est augmenté. Des soldats russes et ou ceux de Wagner prendront-ils la place laissée par les Français dont les derniers ont quitté Niamey le mois dernier si les autorités de transition n'envisagent pas le sujet sous cet angle? Au sein de l'opinion, depuis le coup d'État, l'idée est tout de même fréquemment évoquée. Bello Issoufou Ahmed est un des farouches partisans d'une coopération militaire entre le Niger et la Fédération de Russie. Avec plusieurs amis, ils ont mis sur pied un groupe de jeunes Nigériens pro-russes. Nous pensons que la seule solution qui se trace à l'horizon aujourd'hui pour amener la paix, pour mettre fin à cette insécurité créée sciemment par les Occidentaux, serait de collaborer avec la Russie. Si un autre partenaire existe, il ne s'est pas encore manifesté. Il n'y a pas mieux que la Russie pour l'instant. Et nous voulons la paix. Nous voulons la paix et peu importe celui qui va nous l'amener, nous souhaitons que le gouvernement du Niger collabore d'une manière ou d'une autre avec un pays qui s'est montré sérieux, capable et pragmatique. Une coopération militaire entre le Niger et la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme doit toutefois être relativisée, estime ce journaliste. Il n'y a d'ailleurs pas pour le moment de grands signes. Les 2 pays qui tirent l'AES sont très proches, sinon même des alliés naturels de la Russie. Il est bien évident qu'ils peuvent conseiller à la Russie d'agrandir le champ avec le Niger. Mais
je ne suis pas sûr que la moutarde va prendre aussi facilement qu'elle l'a prise au niveau de ces deux pays précédemment cités, c'est-à-dire le Mali et le Burkina. Parce que simplement ici, vous n'avez pas une tradition russe. Et c'est pourquoi les Russes ont bien fait de venir. Ils ont signé un accord, mais dont on ignore encore le contenu. Et c'est ça même qui pose problème, en tout cas moi, à mon avis, de journaliste. C'est pourquoi ce professionnel des médias pense que les autorités militaires actuelles gagneraient à communiquer sur le contenu de ces accords avec la Russie. Vous vous rappelez, si les Français ont eu des problèmes, c'est parce que toujours on a dit que les accords là, on ne sait pas c'est quoi le contenu. Donc le CNSP devait faire école de l'expérience passée pour au moins rendre public cet accord parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont signé. On a vu effectivement la signature, mais personne aujourd'hui ne connaît le contenu. Donc ça laisse un peu un goût d'inachevé à cette relation, même si la rue, si vous voyez toute manifestation, il y a les drapeaux de la Russie, mais moi je pense que ça c'est un effet d'entraînement produit par les Maliens et les Burkinabés jusqu'ici au Niger. Mais en termes d'organisation rationnelle, d'intelligence rationnelle réfléchie pour faire venir la Russie, je ne sens pas ça encore. Le Mali et le Burkina Faso, frontaliers du Niger et qui ont formé récemment à Niamey l'Alliance des États du Sahel, ont renforcé ces derniers mois leur coopération militaire avec Moscou. Les yeux sont désormais rivés sur le Niger qui abrite une importante base de drones américaines. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Nous sommes en ligne avec Abdulrazak Idrissa pour continuer cette discussion. Razak, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, en dehors des deux délégations russes à Niamey, quels sont les signes concrets de la présence russe au Niger depuis l'avènement de la junte militaire? Alors, difficile, Eric, de répondre à cette question, puisque justement, de signes apparents de la présence russe ici à Niamey ou disons au Niger de façon générale, c'est très difficile de voir des signes apparents d'une présence russe ici au Niger. C'est vrai que le Niger entretient des relations de coopération avec la Russie depuis bien longtemps, mais là, depuis les événements du 26 juillet 2023, au cours des manifestations, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de manifestants brandir le drapeau russe, mais un signe apparent extérieur dans une rue ou dans une structure, c'est difficile de les voir ici. Et l'autre chose, c'est que même cette coopération qu'il y a entre la Russie et le Niger depuis bien longtemps, elle s'est matérialisée, c'est vrai, par un ambassadeur russe pour le Niger, mais il a résidence à Bamako, au Mali. Donc, oui, c'est vrai que depuis le coup d'État, on a vu ces deux missions. D'abord, l'ambassadeur qui est venu, ensuite le vice-ministre de la Défense russe qui était aussi venu ici. On ne voit pas de signe vraiment apparent d'une présence russe. Razak, est-ce que la junte militaire s'est-elle exprimée sur la nature des accords avec la Russie ou a-t-elle communiqué sur les attentes de la population concernant cette coopération et comment ces déclarations ont-elles été reçues par la société nigérienne? Il n'y a pas eu de communication, que ce soit d'ailleurs du côté nigérien avec les autorités, les autorités de transition, ni du côté même de la Russie, à la suite de la signature de cet accord qui a eu lieu lors de la visite du vice-ministre russe de la Défense ici au Niger. Donc on ne sait pas ce que ces accords contiennent. Et la diffusion de ces accords, disons la publication de ces accords, de cet accord même, a suscité donc justement quelques réactions. Qu'est-ce que l'accord contient? Même si c'est vrai que pendant les manifestations, beaucoup réclament coopération avec la Russie, mais une coopération avec la Russie, elle existe déjà. Donc, lorsqu'il y a eu la signature dans l'opinion, certains se sont demandé qu'est-ce que cet accord contenait, mais bon, du côté des autorités de transition, mais aussi du côté de la Russie, il n'y a pas eu de communication, donc on ne sait pas ce que cet accord prévoit en termes de coopération. Merci Razak Idrissa, Abdulrazak Idrissa pour toutes ces précisions. Nous avons quelques commentaires de nos auditeurs qui nous suivent sur Facebook. Adoumadji Fermont, il dit ceci: nous, Africains, privilégions des relations équitables et mutuellement bénéfiques plutôt que des schémas impérialistes ou néocoloniaux. Même des pays comme la Russie devront s'adapter si les politiques changent, car l'Afrique actuelle représente une puissance en devenir.
Lasga Sek, il dit ceci: les États africains ont le droit de conclure des accords militaires avec la Russie, à condition que ces accords contribuent à améliorer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Issouf Sia, c'est notre troisième auditeur qui a réagi sur notre page Facebook. Il dit: pourquoi suscite-t-on des débats et pourquoi l'opinion publique devrait-elle exiger de la transparence concernant les accords de coopération avec la Russie? Pourquoi ne demandez-vous pas la même transparence pour les accords avec la France et les États-Unis? Au Niger, l'opinion publique sait à qui demander des comptes. Les États-Unis figurent parmi ceux qui devraient être transparents dans leurs accords, dit Issoufou Ossia. Nous approfondissons la discussion avec Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahara, Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Monsieur Abdallah, bonsoir. Bonsoir. En 30 secondes, votre réaction sur les commentaires de nos trois auditeurs. Ils sont de très bons, ils montrent la diversité, ils sont très bons, mais rapidement, la Russie est en Algérie, elle était en Libye, en Égypte, elle a commencé en Guinée en 1959, au Mali, au Ghana. Le problème n'est pas la présence russe. Le problème, c'est qu'est-ce que nous voulons, nous, dans nos pays du Sahel? Qu'est-ce que nous pouvons? Qu'est-ce que nous voulons? Et il faut éviter que nous réagissions, nous réfléchissons toujours par rapport à d'autres. Réfléchissons pour nous-mêmes, nos populations, nos intérêts à moyen et à long terme. Alors, quels sont les principaux risques ou défis que le Niger pourrait rencontrer en établissant une coopération militaire plus étroite avec la Russie, notamment en comparaison avec ses relations précédentes avec des partenaires occidentaux? Les Américains sont encore sur place. Alors, de toute façon, je n'ai pas de doute que le Niger a des services qui analysent sérieusement par conviction, au-delà des convictions politiques, au-delà des tendances régionales ou autres, mais qu'ils pensent à l'intérêt du Niger à long terme. Le Niger est entouré de pays qui ont des difficultés, ou n'est pas entouré, disons. Et il y a la Libye qui est au nord, qui est devenue une vaste zone fluide, elle-même contiguë au Soudan. Et au Niger, il y a donc cette crise sécuritaire qui date depuis 2010 avec les terroristes ou tout ce qu'on peut appeler, qu'ils soient contrebandiers ou trafiquants. Et les frontières avec le Mali et le Nigeria et le Burkina, même le Bénin, sont fragiles. Et au Nigeria, au lieu de nous définir par rapport aux autres, de chercher des consensus et d'analyser les intérêts et savoir qu'est-ce qu'on fait. La Russie ne peut pas régler les problèmes comme l'Amérique ou la France. C'est nous-mêmes, tête froide, par des consensus nationaux, tolérance politique, lutte contre la corruption. On ne peut plus tricher. Nos gouvernements doivent savoir qu'on ne peut plus tricher avec le développement des réseaux sociaux. Monsieur Abdallah, est-il justifié? Accessible partout. Oui, est-il justifié pour le public de demander davantage de transparence sur les accords de coopération avec la Russie? Disons, on doit demander la transparence pour tous les accords, quels qu'ils soient. Il y a une tendance ancienne dans nos pays, on est habitué à des accords avec les pays occidentaux, la France en particulier, mais aussi les États-Unis qui étaient au Mali, en Guinée, qui sont au Niger. Mais les États-Unis ont annoncé, par exemple, qu'ils vont, ils ont entamé des négociations ou des discussions avec le Ghana et le Bénin. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de s'éloigner d'un pays qui commence à avoir des troubles comme le Niger? C'est à nous, une fois de plus, de faire au niveau national, cesser la démagogie ou la propagande, de nous réunir et réfléchir quel est l'intérêt à moyen et à long terme pour le pays, au-delà de la Russie. Tout à l'heure, vous avez souligné l'impact de cette nouvelle alliance sur la sécurité régionale et les équilibres internationaux dans le Sahel. Ma question est la suivante. Malgré l'enthousiasme manifesté par certains groupes ou individus pro-russes, pensez-vous que la population du Sahel
pourrait être déçu par cette nouvelle alliance avec la Russie. Quelles pourraient être les raisons derrière cette déception potentielle? Alors, disons, sans porter de jugement, le monde a changé, mais la première présence physique russe dans la région était en Guinée de Sékou Touré et au Ghana de Nkrumah. Bien sûr, le monde a changé. Ce n'est plus ce qu'il y avait il y a 60 ans ou 65 ans. Les populations aujourd'hui, avec les radios comme les vôtres accessibles à tous les coins de rue, les réseaux sociaux veulent des choses sérieuses. Ils ne veulent pas qu'on se joue de leur sensibilité. Ils veulent une coopération, surtout économique, les questions d'emploi, la lutte contre la corruption, les trafics divers. Et je pense que si ça ne va pas, par exemple, avec la France, les populations peuvent écrire à tel ou tel député, tel ou tel journal. Si ça ne va pas aux États-Unis, ils ont La Voix de l'Amérique ou d'autres journaux pour se plaindre. Ce n'est pas évident avec la Russie. Pas que la Russie soit moins ouverte, mais les communications ne sont pas les mêmes. Donc, réfléchissons intérêt national, capacité de réagir au lieu d'être toujours pour ceci ou pour cela. Et je ne pense pas que ces sentiments soient développés au-delà du Sahel. J'ai été longtemps en Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, ils n'ont pas ces mentalités. La Russie était au Soudan. Le principal allié dans le temps, c'était l'Égypte. Elle est toujours amie de l'Algérie. Elle était en Libye. Donc, la Russie, comme les autres, ne régleront pas nos problèmes. Merci Ahmedou Ould Abdallah pour votre perspective. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel, Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Cap sur la région de Bandiagara, au cœur du Mali, depuis l'incident survenu entre les villages de Parou et Songobia, où des individus armés non identifiés ont saboté les ponts de la route nationale 15. Le trafic routier dans cette zone en a pris un sérieux coup. Les voyageurs se tournent désormais vers la route touristique, devenue leur unique voie d'approvisionnement. Cette route, pourtant, n'est pas sans danger, étant affectée par l'insécurité et la présence d'engins explosifs artisanaux. Cette situation a eu pour conséquence une flambée des prix du carburant et des produits de première nécessité. C'est un reportage de Tidiani Ouedraogo. Nous sommes sur la route touristique entre Bandiagara et Bankas. Pour éviter des accidents sur cette route dangereuse, les passagers choisissent de marcher sur des kilomètres. Fatmata Dumbo emprunte ces tronçons pour la première fois. J'ai quitté mon village. Je suis en partance pour Bamako. La marche sur la colline est dure pour moi. Depuis le sabotage des ponts sur la route nationale RN15, les usagers empruntent la route touristique. Une route très dangereuse. Plusieurs accidents s'y sont produits. Bouakar Tanapo est un jeune chauffeur. Son véhicule s'y est renversé juste à la descente de la montagne. La route touristique Bandiagara-Bankas est devenue un calvaire pour nous. J'ai dévié un gros porteur et j'ai perdu le contrôle pour cogner le caillou. Il y a eu des blessés. Mon apprenti a eu une fracture à la jambe. Il a été évacué à l'hôpital de Sévaré. En plus, des engins explosifs sont souvent posés sur ces tronçons. Sur place, le groupe d'autodéfense a repéré 3 engins, comme nous l'indique Yaye Djigiba du groupe d'autodéfense d'Anna Amassabou. Les groupes armés ont posé 3 engins explosifs. Le premier, c'était entre Bandiagara et Djombolo. Les militaires ont pu désamorcer. Nous avons identifié 2 autres la semaine dernière. Une voiture transportant du sable en RT1. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Une situation qui a eu un impact économique sur cette région. Les carburants et les autres produits de première nécessité sont devenus chers.
Les opérateurs économiques, à l'image d'Ali Djigiba, commerçant à Mopti, s'inquiètent et interpellent les autorités maliennes. La route touristique est vraiment dangereuse. Nos activités tournent au ralenti. Il est temps que les autorités réagissent pour la reprise du trafic sur la route nationale 15. Les autorités régionales de Badiangara s'activent pour la réhabilitation des ponts. Le gouverneur de Badiangara, Sidi Mohamed El-Béchir, a effectué une visite sur les ponts sabotés, malgré la résistance des groupes armés, comme l'attestent les échanges de tirs à l'arme haute. Nous sommes engagés pour notre pays, pour sa stabilité, pour la pacification de cette région de Badiangara. Cette lutte contre le terrorisme, qui n'épargne ni enfants ni femmes, en posant des EI sans distinction, sur une route fréquentée, nous pouvons que les combattre. Bien avant la crise sécuritaire dans les centres du Mali, cette route était empruntée par des milliers de touristes venus de par le monde pour visiter et contempler la beauté du pays d'Ogon. Mais aujourd'hui, la route touristique est le seul moyen pour rallier Koro-Bankas via Badiangara. Tidjani Ouedraogo sur les hauteurs de Kani Bonzon pour VOA Africa. La patate demeure un aliment largement consommé au Burkina Faso. Elle est principalement produite dans la région ouest, considérée comme la plus grande productrice de cette tubercule. Cependant, la production de ce précieux aliment a été sévèrement affectée par le blocus imposé par des groupes armés terroristes dans ces zones, ce qui a durement impacté des milliers de personnes dépendantes de cette culture. Avec la libération de certaines zones, le marché commence désormais à reprendre ses activités à Bobo-Dioulasso, comme en témoigne ce reportage d'Alidou Ouedraogo. Il est 10 heures au marché des tubercules de Bobo-Dioulasso. Les camions transportant de la patate affluent. Il y a longtemps que cette denrée très prisée n'inondait plus la ville. Pour cause, les zones de production étaient sous blocus terroriste et personne n'osait y aller. Aujourd'hui, ces zones sont de nouveau sous le contrôle de l'État. Les producteurs sont de retour et la culture de la patate a repris. Les camionneurs y effectuent leur rotation sans crainte, à l'image de Ali Traoré. Actuellement, nous entrons partout. Ce sont les forces de sécurité qui nous interdisent certains accès. Ali Traoré se réjouit de la reprise. La route est libérée, la patate vient et ça deviendra plus. Il y a le marché, ça marche. Les Sénégalais viennent acheter pour l'industrie du biscuit. Mariam Traoré ne vit que du commerce de patates. Elle exprime sa joie de voir la route de la patate de nouveau opérationnelle et hors de portée djihadiste. Cette année vaut mieux 1000 fois que les autres. Je n'arrivais même pas à honorer ma tontine de 500 francs par jour. Même 15 000 francs le mois, je ne gagnais pas. Adama Sano est producteur de patates. Grâce à la sécurisation de cette route, il a pu livrer sa production. Ça a relancé les activités avec les paysans. Il y avait des zones, les gens ne pouvaient pas cultiver l'an passé, mais cette année, il y a des où les gens ont bien cultivé là-bas. Pour la revendeuse d'Ibata Sako, le marché n'est toujours pas assez fourni en tubercules. Il n'y en a pas assez. Regardez, il y a des espaces vides. En temps normal, le marché est plein. Pour commerçants et producteurs, il faut que les zones de production reprises par l'État soient sous surveillance permanente pour qu'elles continuent à approvisionner le marché pour garantir la sécurité alimentaire. Alidou Ouedraogo, Bobo-Dioulasso pour VOA Afrique.
Au Tchad, après une interruption de 2 mois due à un mouvement de grève des enseignants ayant paralysé le système éducatif, les élèves des classes préparatoires des collèges et des lycées publics ont retrouvé les bancs ce lundi. Le syndicat des enseignants du Tchad a décidé de suspendre la grève pour une durée d'1 mois suite à des discussions engagées avec le nouveau Premier ministre Succès Mastra. Cette suspension vise à donner l'opportunité au gouvernement de répondre aux revendications exprimées par le comité de crise des enseignants. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Ndjegoltar Ndjerakor Armand de Electron TV, notre station partenaire en N'Djamena. Bonsoir Armand. Bonsoir. Alors, quelles sont les revendications principales exprimées par le comité de crise des enseignants au Tchad et pouvez-vous nous décrire les points clés des discussions entre le syndicat des enseignants et le Premier ministre Succès Mastra qui ont abouti finalement à la suspension de la grève? En fait, le syndicat des enseignants du Tchad revendiquait donc un remboursement ou un repayement des 16 mesures qui ont été exécutées en 2016 parce qu'il y a eu un certain nombre d'indemnités, des indemnités de transport, des indemnités de crèche, le 13e mois qui était l'indemnité de transport, des indemnités de logement qui ont été suspendues ou supprimées. Et il y avait aussi eu en octobre 2023 une suspension de salaire. Il y a eu aussi par-dessus des problèmes liés en ce qui concerne la gestion des carrières. Donc, tous ces problèmes-là étaient mis dans un panier et le syndicat voulait donc, une suite à cela. Bon, je crois que le Premier ministre sortant a essayé de gérer, mais je crois que finalement, le syndicat a connu une crise et une scission et il y a un comité de crise, il y a eu le syndicat. Finalement, le Premier ministre sortant étant parti, le nouveau est venu et a essayé donc à travers son ministre de l'Éducation de reprendre contact avec les deux. Mais je dois dire simplement que notre observation, c'est que certainement dans l'approche de négociation, dans l'approche d'écoute, dans l'approche de négociation, il y a eu donc des avancées et des dispositions qui ont facilité très vite la reprise parce que le gouvernement entrant a exprimé le vœu de disposer de 100 jours pour regarder les revendications. Et du côté donc du bureau du syndicat des enseignants, la reprise était annoncée pour le 15, tandis que le comité de crise a annoncé la reprise pour ce lundi. Et finalement, donc, c'est la reprise du comité de crise qui Armand, a eu lieu. Comment cette interruption de 2 mois a-t-elle impacté le système éducatif et les élèves? Y a-t-il des perspectives ou des étapes clés à surveiller concernant cette situation, notamment après la fin de cette période de suspension de la grève? Il nous reste 1 minute. En général, les 3 premiers mois sont les mois clés parce que, vous savez, sur les 9 mois de l'année scolaire, nous avons certaines localités qui, à partir d'avril, mai et de juin, sont déjà complètement coupées du reste du pays à cause des inondations ou des saisons de pluie. Donc, perdre 2 mois sur les 3 premiers mois, c'est très catastrophique parce que les programmes ne sont pas du tout entamés et en même temps, je crois que ça va plomber sérieusement les avancées. Maintenant, le gouvernement est en train de discuter sur la faisabilité d'avoir donc des journées un peu prolongées, de faire des sessions de rattrapage et de multiplier un peu des stratégies. Et nous espérons que dans les prochains jours, on verra plus clair là-dessus. Merci beaucoup, Ndjegoltar Ndjerakor Armand, PDG de notre station partenaire en N'Djamena, Electron TV. Merci pour toutes vos explications. Et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manelakiz a été avec vous au micro. Michel Claire-Joseph et Trésor Matondo ont assuré la réalisation et la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.